Alors, du coup, on reprend avec le résultat de Connell-Kiss, que maintenant je vais vous expliquer. Donc, c'est le résultat de 2003 dans Annals. Ça commence par redéfinir un petit peu la transformée de Fourier. Donc, l'outil de base, ça va être la transformée de Fourier. Donc, on change complètement d'outil. Fini la géométrie du triangle. Alors, je suis très triste. Avant, c'était plus ou moins en programme, mais ça, c'est parti des programmes, je crois. Les séries de Fourier. Ah oui, c'est les séries. Quelle tristesse. C'était mes meilleurs chapitres. Alors, voici ma convention. Pour une fonction f sympa, je vais définir ce que est sympa. Je définis donc f chapeau de k, c'est f de x exponentielle moins i de pi k scalaire x dx. Donc, il existe 8 conventions de transformée de Fourier. Donc, j'ai pris celle avec un moins 2pi en facteur et rien devant. Alors, l'inconvénient de cette notation, c'est que la dimension, on ne la voit pas. Donc, parfois, je vais noter Fourier. J'insiste sur la dimension de f. Ou alors, on dit que la dimension est claire dans le contexte, mais bon, il ne faudra pas se tromper, quoi. Quoi dire? Donc ça c'est vrai pour f. Dans la suite, je vais prendre f dans la classe des fonctions sympas, aussi appelée fonction de Schwartz. C'est les fonctions qui sont c infini de Rd et dont la transformée de Fourier est aussi c infini. C'est les fonctions c infini qui décroissent plus vite que tout polynôme en plus l'infini. À l'infini. Donc ça va être la classe de Schwartz. Mais essentiellement, c'est l'ensemble des fonctions sympas, quoi. Alors, quelques rappels que je vais utiliser. Alors, Parseval nous dit que c'est une isométrie. Donc, si je regarde la norme de f L2, ça, c'est la norme de f chapeau L2. Donc ça, c'est l'intégrale de module de f carré puissance 1/2. Autrement dit, f, c'est une isométrie, c'est un unitaire, c'est une opération linéaire. Donc f, ici, que je vois comme L2 dans L2, est unitaire. Son inverse, c'est f star. f-1, c'est f star. En fait, si vous faites f rond f de petit f, donc f chapeau chapeau, ça c'est un exercice classique, c'est f de moins x. Et du coup, si vous appliquez f 4 fois, vous retombez sur l'identité. f puissance 4, ça c'est l'identité. Donc si je veux faire de la théorie spectrale sur f, en fait les valeurs propres de f, ça peut que être 1, moins 1, i et moins i, qui sont les valeurs propres quatrièmes de l'unité. Donc le spectre de f, c'est inclus dans 1, moins 1, i et moins i. Hop là. Après, on rappelle la formule de Fourier inverse. Qui nous dit que je peux retrouver, c'est essentiellement dire que f-1 c'était f star. Donc f de x, en fait, c'était l'intégrale sur Rd de f chapeau de k exponentielle. Cette fois-ci, il y a un plus, k scalaire x. Je vais rappeler Poisson. La formule sommatoire de Poisson. Et là, ça devient intéressant puisqu'on va retrouver nos réseaux. Donc je prends L, un réseau de Rd. Et alors, la formule nous dit que si je fais la somme sur tous les éléments du réseau de f de x plus r, ça, c'est aussi une somme de la transformée de Fourier sur un autre réseau. Donc c'est 1 sur lambda. La somme pour k appartenant au réseau dual de f de k, f chapeau de k, et il y a une exponentielle i de pi x scalaire k. Donc L star, c'est le réseau dual.
idée de la forme A1 star Z plus AD star Z avec AI star scalaire AJ égale delta IJ. Donc pour trouver les vecteurs du réseau dual, alors j'ai oublié, si A c'est la matrice de L, donc si L ça vous donne la matrice A, L star ça vous donne la matrice A-1 transpose, quelque chose comme ceci. Donc vous inversez la matrice, vous prenez la transposée, vous voyez que les vecteurs lignes vérifient cette relation, et du coup ça vous définit votre réseau dual. Et je rappelle un quatrième point qui est la transformée de Fourier de la gaussienne. Et là je vais avoir tout ce dont j'ai besoin pour mon exposé. Alors mes conventions sont les suivantes. Pour A, un nombre complexe quelconque dont la partie réelle est strictement positive, je note GA de x, c'est exponentiel, alors, pi, je pense qu'il y a un AX carré. Alors, si je fais la transformée de Fourier dédimensionnelle de GA, donc là, je n'ai pas précisé la dimension, donc là, je vais vraiment insister sur le fait que là, c'est la norme de x en dimension d, la norme euclidienne de x en dimension d. Si je fais la transformée de Fourier de GA en un point K, ça, c'est 1 sur racine de A puissance d, G de 1 sur A au point K. Autrement dit, la transformée de Fourier de la gaussienne, c'est encore une gaussienne. La variance, c'est 1 sur la variance. Donc en particulier, si vous faites A égale 1, vous avez que G1 Fourier, c'est encore G1, ou autrement dit, G1, il appartient au Ker de la transformée de Fourier f-1. Il appartient, c'est une valeur propre de la transformée de Fourier pour la valeur. C'est un vecteur propre pour la valeur propre 1, si vous voulez. J'ai pas de remarques, donc a priori, je ne me suis pas trop trompé. Ça va. Alors, quelques exemples qui vont être utiles dans la suite. Donc, premier exemple, alors je triche, j'ai parlé de la transformée de Fourier pour la classe de Schwarz, et tout de suite, je vais prendre un exemple où ce n'est pas la classe de Schwarz. Je prends f, qui est défini de R dans C, donc ici, on est en dimension D égale 1. Et c'est f de x. Ouais. Parce que c'est le 1 sur... C'est le cardinal de lambda, c'est ça? C'est le volume. Excusez-moi, oui, c'est volume de lambda. Oui. Je devrais écrire volume des dimensionnels de lambda. Oui, merci. Donc c'est le déterminant de A ici. Donc je regarde cette fonction, 1 x plus petit que 1,5. Voilà, c'est ma fonction, elle est là. Si je calcule la transformée de Fourier de ça, c'est pas très compliqué, c'est intégrale entre moins 1,5 et 1,5 de exponentielle moins i de pi k x dx. Donc si x égale 0, il faut faire attention, sinon on peut intégrer, et du coup ça vous donne le sinus cardinal. Donc ça vous donne sinus pi k sur pi k. Donc déjà, si vous admettez ça, si vous appliquez Fourier inverse, si vous dites que vous avez le droit d'appliquer Fourier inverse, vous tombez sur le fait que l'intégrale de sinus x sur x, c'est ce que vous savez. Donc si je regarde l'intégrale de sinus pi k sur pi k, bah ça doit être f de 0 par Fourier inverse qui vaut 1. Donc c'est une façon de retrouver cette intégrale, qui est complètement non justifiée, parce qu'évidemment, cette fonction n'est pas dans L1, je n'ai pas le droit de l'intégrer, etc., etc. Donc c'est une façon déloyale de retrouver cette intégrale. En revanche, j'ai le droit vraiment d'appliquer Parseval, parce que la fonction est dans L2, et ça vous donne l'intégrale de sinus carré sur x carré.
Donc vous pouvez retrouver pas mal voilà, exercices sympas pour vos prochaines colles. Autre point assez rigolo, je peux appliquer la formule de Poisson à ma gaussienne. En dimension 1 aussi, donc je fais Poisson sur la gaussienne. Et je vais prendre en x égale à 0. Alors d'une part, j'ai la somme sur tous les éléments d'un réseau, donc je fais la somme sur z par exemple, n appartenant à z, ça va être mon réseau, de f de r, alors f de n, pardon, avec cette définition, ça fait exponentielle moins pi a n carré, exponentielle moins pi a n carré, ça vaut 1 sur racine de a, j'ai de 1 sur a, donc maintenant j'ai une somme sur le réseau dual de z. Alors le réseau dual de z, c'est encore z. Donc ça me fait la somme sur n appartenant à z. Ah oui. Check. Merci. De la transformée de Fourier, donc ça c'est g de 1 sur a. Donc ici j'ai exponentielle moins pi 1 sur a n carré. Ça, c'est la formule de Poisson appliquée à la gaussienne. Alors du coup, je peux introduire la fonction en tant que fonction de a. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement de variable. Je vais regarder θ de z. Oui. Un truc qui me perturbe avec la formule, c'est que si a est c'est a, c'est 1 plus i par exemple. 1 plus i. Tu as pris une racine carrée d'un nombre complexe. Ouais, il faut que je détermine la racine. Ouais, mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que ta formule, tout le reste est déterminé là-dedans. C'est-à-dire, on a l'impression que magiquement, ça fait que le monde mathématique choisit une racine carrée de 1 plus i. C'est dans la démonstration de Poisson. C'est-à-dire, dans la démonstration de Poisson, ça vous dit quelle est la racine qu'il faut prendre. On voit la... Oui. Ça va venir très très vite. Donc ça, je définis ça comme la somme pour n appartenant à z. Là, il ne faut pas que je me trompe. Exponentielle i pi n carré fois z. Donc là, mon changement de variable, c'est que j'ai pris a égale iz. Je crois. Raté, j'ai pris a égale moins iz. Donc si la partie réelle de a est positive, ça veut dire que la partie imaginaire de z doit être positive cette fois-ci. Donc ici, z va appartenir à mon plan complexe supérieur. C'est l'ensemble des z appartenant à C dont la partie imaginaire est strictement positive. La formule ici me dit que θ de z vérifie une équation assez étrange. Elle vérifie deux équations sympas. Donc elle vérifie θ de z plus 2. Donc si z est dans le demi-plan supérieur, z plus 2 l'est encore. J'ai juste translaté selon l'axe x. Et ici, si je rajoute 2, ça fait un facteur exponentiel 2i pi fois un entier. Donc ça fait un facteur 1. Donc cette fonction, elle est 2pi périodique selon l'axe réel. Et si je regarde le θ de 1 sur z, hop, j'en ai plus besoin. Si je applique cette formule avec mon changement de variable, donc θ de z, ça va me donner 1 sur racine de moins iz. Donc là, effectivement, ça devient important de déterminer la racine. θ de 1 sur z, moins 1 sur z. Voilà. Alors retenez ces formules parce qu'à un moment, elles vont réapparaître. Alors la fonction θ a un nom, c'est la fonction θ de Jacobi. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la troisième fonction selon certaines conventions, la première selon d'autres. Bon, on va dire que c'est la fonction θ de Jacobi. Et donc voilà, j'ai juste appliqué Poisson à la gaussienne et j'en déduis ces formules. C'est bon pour les exemples? Donc ça, c'était le chapitre transformé de Fourier. Maintenant, je parle de Kohn et Elkis. Et donc, le théorème de Kohn-Elkis est le suivant.
Supposons qu'il existe une fonction f de RD dans C, et dans la classe de Schwarz, tant qu'à faire, telle que, alors ça c'est moins utile, on veut juste que la formule de Poisson soit valide. Alors, on veut que f de x soit négatif si x est plus grand que 2r, 0, donc je fixe un r0, ça va être le rayon de mes boules. La transformée de Fourier de f est positive, et j'ai normalisé f et sa transformée de Fourier, donc j'ai appliqué ce qu'il faut en dilatation pour que ceci soit vrai. Trois conditions. Alors, pour tout réseau L, quel que soit votre réseau de RD, avec R de L égale R0, on a que le volume de lambda, alors le volume de lambda est plus grand que 1. Oula. Qu'est-ce que tu entends par f de x négatif pour une fonction de RD dans C? Là, je suis perdu. Dans R, évidemment. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par démontrer ce théorème, et après je vous dis. Ah oui. Non. L'existence de f. Ouais, s'il existe un f, alors pour tout réseau. C'est très mystérieux. Hein. Ah oui, mais f chapeau, elle va avancer. Donc f chapeau, donc il faut que f chapeau soit réel. Donc en fait, bon, je vais tout de suite vous dire, radial, allez. À la fin, f va être radial. Donc elle va être paire, et en particulier sa transformée de Fourier va être réelle. Mais supposons que, voilà, que f de k est réel et positif, alors. A priori, je pourrais chercher des f tels que. Voilà. Appartient à R+. Ok, très bien. Ça me va. Alors, c'est pas clair du tout pourquoi c'est vrai. Donc, je vous propose la démonstration. Alors, je vous fais la démonstration pour les réseaux, mais ça marcherait pour n'importe quelle configuration périodique. Donc ça voudrait dire qu'on a le droit de mettre des boules de rayon au moins R0 dans ma configuration. Alors, faire les configurations périodiques, ça prend une ligne de plus, c'est-à-dire ça double la preuve. Donc je vais faire que les réseaux. Je prends L, un réseau de RD. Quitte à appliquer un scaling, je peux supposer que R de L, ce soit R0. C'est-à-dire que la plus petite distance que je trouve dans mon réseau, le rayon, c'est 2R0. Voilà. Attention, c'est parti. OK. Donc en particulier, quel que soit R dans mon réseau privé de l'origine, comme F est radial, si j'applique F en R, donc ça veut dire quoi? Ça implique que ça, grand R, est plus grand ou égal à 2R0. Et du coup, ça va impliquer que F de R est négatif. C'est ça que ça veut dire. Alors c'est parti. Donc 1 égale F chapeau, F de 0. Parce que j'ai normalisé F comme ceci. Mais ça, c'est toujours plus grand que la somme sur tous les R appartenant à mon réseau de F de R. Parce que dans cette somme, j'ai 0. Et si R, c'est pas 0, tous les éléments que j'ajoute sont négatifs. Bon, maintenant, j'utilise Poisson. Donc ça, c'est 1 sur le volume de lambda. La somme pour K appartenant à mon lattice dual de F chapeau de K. J'ai appliqué
Poisson en x égale à 0. Si vous faites le cas périodique, il va falloir prendre le x. Ah, mais f chapeau est une fonction positive, donc ça c'est une somme de coefficients positifs, donc ça c'est certainement plus grand que f chapeau de 0, qui est un des termes de ma somme, sur le volume de lambda, qui vaut 1 sur le volume de lambda, et j'ai fini ma preuve. Voilà, donc ça c'était la ligne de maths qu'il y avait dans le journal Annals. C'est imparable. Vous êtes d'accord? Tous semblent impliqués. Poisson a l'air de jouer un rôle particulièrement intéressant ici. Bon, faisons un exemple. Hein. Donc je prends ma fonction de tout à l'heure, f de x égale 1, x plus petit que 1 demi. Ah non, je ne vais pas prendre ça, pardon, je vais prendre ça au carré. Ça, convoler ça. Donc je prends g de x, c'est f convolution f au point x, avec f, c'est l'indicatrice x plus petit que 1 demi. Donc elle ressemble à ça, ma fonction g. Hop, hop, là ça vous avez 1, 1, 0, 1. Sa transformée de Fourier, vous savez que la convolution se transforme en produit, et comme c'est réel, je peux écrire ça, et du coup c'est mon sinus cardinal carré. En tout cas, c'est positif. Et ma fonction g, elle est négative si x est plus grand que 2, parce qu'elle vaut nul. Si x est plus grand que 1, excusez-moi. G de x égale à 0, donc elle est négative pour x plus grand que 1. Donc ici, j'ai pris R0 égale 1 demi. G de 0 égale à 0, G chapeau est positif. G de 0 égale G de chapeau de 0 égale 0. Du coup, je peux appliquer le théorème de Cohen-Elkis. 1. Merci. Et j'en déduis que pour tout réseau, si je peux admettre des points de distance 1 demi, la taille du réseau, ça doit être au moins 1, ce qui est assez logique. Donc le volume de lambda, quel que soit un réseau L dans R avec R de L égale 1, on a que le volume de lambda, c'est plus grand que 1. Oh là là, merci. Alors ça, je peux le transformer en une borne sur le ρ. Si je regarde le ρ de L, ça c'est le volume d'une boule. Donc je reviens tout à l'heure, fois le rayon R0 puissance D sur le volume D de L. Donc ce que me dit Cohen-Elkis, c'est que ça doit être plus grand que 1, donc ça c'est forcément plus petit que oméga D R0. Donc j'ai une borne sup. Donc ça c'était mon ρ D Cohen-Elkis. J'ai trouvé une borne supérieure à la densité. Et là, ce que j'ai montré, c'est que ici, si je remplace, donc ça c'est une parenthèse qui allait avant. Hop, et en dimension 1, je vais trouver que donc ça implique que le ρ D est plus petit que oméga D R0D. Le R0 dépend de la dimension, je reviens tout de suite. Mais en dimension D égale 1, ça vous dira que ρ1 est plus petit que 1, quelque chose qu'on savait déjà. Mais on a appris quelque chose de plus, on a appris qu'il existait une fonction de Cohen-Elkis qui le démontrait. Donc ces fonctions qui vérifient ses propriétés et qui saturent la contrainte, ils appellent ça les fonctions magiques. Donc la fonction magique en dimension 1, une fonction magique possible en dimension 1, c'est celle-là, la fonction chapeau. Si vous appliquez ce théorème, ça vous dit que la densité n'est pas plus grande que 1. Ça va, je ne me suis pas trompé? Il faut qu'on puisse appliquer Poisson. Il faut que Poisson ait un sens. Et là, dans cet exemple-là, ça marche? Oui. C'est Shannon qui applique Poisson ici.
Mais tu peux construire des fonctions de Schwartz qui saturent aussi la contrainte 1. C'est une fonction, c'est pas la seule. En dimension 1, il en existe plein, et en dimension plus grande, elle sera unique. Alors regardons maintenant les conditions de Connell-Kiss. Donc ce que je veux, c'est trouver le plus petit, le plus grand rayon. Donc moi ce que j'aimerais, c'est quel est le plus grand rayon, donc le réseau où ici j'ai volume de lambda égal à 1 et qui admette le plus grand rayon possible. Donc ce que j'aimerais, c'est optimiser le R là-dedans. Je cherche le R0 le plus grand possible, tel que il existe une fonction qui vérifie ces conditions. Donc c'est un problème sur un ensemble de fonctions. L'ensemble de fonctions, c'est les fonctions qui vérifient qu'elles sont positives, qui vérifient qu'elles saturent ça et tout ça. C'est un ensemble, on pourrait dire que c'est un ensemble convexe, et du coup vous arrivez à un problème d'optimisation en R sous un sous-ensemble convexe. Bon, il faut faire un petit peu attention parce que cette condition dépend de R. Mais en tout cas, quelque chose qu'on peut attaquer numériquement. Et du coup, c'est la courbe que je vous ai montrée, ils optimisent le R là-dedans, ils cherchent le meilleur R possible. À partir d'un moment, on ne peut plus, il n'existe plus de fonction, et ça leur donne leur bande supérieure. C'est magique, non? Alors, regardons la condition pour l'optimalité. Donc, supposons, condition pour l'optimalité. Supposons qu'il existe un réseau. Qu'il existe un réseau L dans RD. Qu'il existe une fonction f de Connell-Kiss. Tel que, alors je veux que le volume de mon réseau, donc pour R0, tel que le volume de mon réseau, ce soit 1, et tel que R de L, ce soit R0. Donc ça m'implique deux choses. Déjà qu'il existe une fonction qui résout l'optimal, et deuxièmement que ce réseau est forcément optimal aussi. Donc il existe un réseau, ce serait ma courbe orange de tout à l'heure. Il existe une fonction, c'est ma courbe rouge de tout à l'heure. Et là, je suis en train de demander quand est-ce que les deux courbes se touchent. J'apprends plein de choses. Quand elles se touchent, je prends un qui a un réseau optimal et deux qui a une fonction optimale aussi. Alors, L est optimale pour le problème d'empilement. Et F aussi. Donc, ils s'appellent ça les fonctions magiques. Alors, essentiellement, ça voudrait dire que j'ai égalité partout, dans ma formule de tout à l'heure. Parce que comme le volume doit être égal à 1 et que je peux appliquer Poisson, je dois avoir égalité partout. Donc dans la première ligne, par exemple, f0 est plus grand que f de r. Je savais que f de r c'était négatif. En fait, j'apprends que f de r doit être égal à 0 pour tous les points de mon réseau. Donc j'apprends plein de choses. J'apprends que f de r doit être égal à 0, quel que soit r dans mon lattice. Et puis, non nul, merci. Donc ça doit être 1 pour l'élément nul et 0 sinon. Puis si je suppose que f est radial, ici gratuitement, je rajoute module de r. Après, Poisson, j'ai rien appris. Mais après, j'ai encore une inégalité. Je dois apprendre aussi que f chapeau de k doit être aussi égal à 0 pour tout k, parce que c'est une somme de termes positifs. Donc j'ai aussi que f chapeau de k doit être égal à 0, quel que soit k dans mon réseau dual privé de 0. Donc voilà à quoi doit ressembler une fonction de Connell-Kiss. Ça va être la partie radiale de f, ou module de x, on va écrire comme ça. F. Et voilà à quoi doit ressembler sa transformée de Fourier. Alors si une fonction est radiale, sa transformée de Fourier est radiale. Donc f, donc là j'ai mon réseau. Enfin, j'ai plutôt les modules de R appartenant à mon réseau. Ce n'est pas forcément un ensemble
sympa. On va le calculer, cet ensemble, pour les réseaux E8, par exemple. Donc en 0, je dois être égal à 1. Après, je deviens négatif après 2R0. Donc quelque part ici, j'ai un 2R0 qui traîne. Alors on va voir que comme par optimalité, 2R0, ça doit être le premier élément de cet ensemble-là. Enfin, on verra ça. Donc ma fonction devient nulle ici. Si elle était strictement positive, je pourrais pousser un petit peu le R0, ça contredirait l'optimalité de R0. Et après, elle doit s'annuler ici, mais elle doit rester négative après. Donc elle doit en fait s'annuler à l'ordre 2. Voilà. Et puis après, l'exponentielle, enfin, elle décroît très très vite. Donc voilà à quoi doit ressembler le f. Et pour l'autre, ici, je prends les modules de k appartenant à L star. Et elle doit être positive, elle doit être égale à 1 ici. Et après, elle doit s'annuler ici, mais elle doit rester positive. Donc de nouveau, elle doit s'annuler à l'ordre 2. Alors, vous avez retenu ça, je vais effacer. Donc si f est optimale, en fait, on a extrait beaucoup d'informations sur elle. Ça ne peut pas vraiment être n'importe quoi. Elle doit avoir cette gueule-là. Donc, bon, pas une gueule sympa en tout cas. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et alors, on va noter dans la suite Z lambda, ZL, excusez-moi, c'est l'ensemble des valeurs absolues de R appartenant à mon réseau. Donc c'est les ensembles de distances possibles que je peux atteindre dans mon réseau. Et une autre façon de dire, c'est que f de R doit s'annuler sur tout ZL, sauf éventuellement 0 et le premier point. Et que f chapeau de K doit s'annuler sur tout ZL star, sur tout le réseau dual. Donc on sait ce qu'on cherche. On sait aussi que, grâce au numérique de Koné-Elkis, qu'ici on a des chances de trouver un réseau et une fonction f que en dimension 1, 2, 8 et 24. 1, on l'a fait. 2, on ne sait pas la faire. Et du coup, je passe à la dimension 8. Donc, je vais la dimension 8, le réseau E8. Donc maintenant, il faut que je vous dise un petit peu plus qui est ce réseau E8. Non, on ne sait pas quelle est la fonction f. On sait quel est le L, on l'a tout montré, mais on ne sait pas quel est le f. Ils ont construit numériquement un f à 200 chiffres après la virgule, donc ils conjecturent qu'elle existe. Et ils ne savent pas pourquoi elle existe. La preuve que je vais montrer pour E8, si on essaie de la faire pour A2, elle a des problèmes. Alors, je vous présente le réseau E8, et on va commencer à se poser la question, quels sont les réseaux intéressants en dimension D, alors, évidemment, vous avez le réseau ZD en dimension D, qui est un réseau intéressant que vous aurez tous essayé. Donc ça me fournit une borne inférieure. Vous êtes d'accord? Ce réseau, il vérifie que le lambda est égal à 1, et le R de ce réseau, c'est 1,5. Trivial. Donc si je regarde la densité en dimension D de ZD, j'avais dit que c'était le volume de la boule, donc oméga D, R puissance D, donc 1 sur 2 puissance D, sur 1. Donc ça vaut ça. Donc je peux l'écrire en toutes lettres, c'est pi puissance D sur 2, sur gamma D sur 2 plus 1, de puissance D. Ça, c'est le premier réseau que vous allez tester pour avoir une borne inférieure pour la densité. Alors, le deuxième réseau que vous allez tester, c'est le réseau qu'on appelle échiquier, D indice D, échiquier. Donc ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des points x égale x1, xd, où tous les coefficients sont entiers, mais la somme des coefficients doit être un nombre pair. Et la somme sur j des xj appartient à 2z. Donc vous retirez une case sur 2. Donc en D3 par exemple, ici vous avez votre maille, vous allez considérer l'origine,
Celui-là, c'est le coefficient 1, 0, 0, vous ne le prenez pas. Et celui-là, c'est le coefficient 1, 1, vous le prenez. Donc celui-là, vous le prenez, celui-là, vous le prenez, celui-là, vous le prenez. Et donc là, les vecteurs de base, ça serait par exemple celui-là, celui-là et celui-là. Ça, c'est le réseau échiquier. Alors la matrice A qui permet de faire ça, c'est par exemple la matrice où vous avez un 2 ici, 1, 1, 1, 1, ta 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 ta. Donc il est généré par le vecteur 2, 0, 0, 0, et après le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et si je prends le déterminant de ça, ça me dit que le volume du réseau échiquier, ça va être 2. Et maintenant, si je regarde le R0, donc je prends 2 points dans ce réseau-là et je calcule quelle est la distance. Donc ici, ce serait la diagonale, ce serait racine de 2. Et vous pouvez vous montrer que ici, le R de D, c'est essentiellement... qu'est-ce que c'est? C'est racine de 2. 1 sur racine de 2, pardon. C'est 1 demi de racine de 2, voilà. Donc la distance entre ce point, c'est racine de 2, mais le rayon, je dois couper en 2, donc c'est 1 sur racine de 2. Et du coup, si vous regardez la densité de ce réseau, ça vous donne oméga d, 1 sur racine de 2 puissance d, fois 1 demi. Donc oméga d fois 1 sur 2 puissance d sur 2 plus 1. Du coup, ce que vous remarquez, c'est qu'en dimension 2, par exemple, vous avez la même densité. Ça vient du fait que vous prenez votre quadrillage et puis vous le tournez, vous le dilatez, vous retrouvez votre quadrillage. Et en dimension 3 et plus, vous battez, vous avez une meilleure densité avec ça qu'avec ça. D'accord? Donc DD est mieux, empile mieux que ZD pour D plus grand que 3. Le réseau D3, c'est le réseau BCC. Et à la conjecture, quels sont les réseaux optimaux en dimension 4 et 5? On pense que c'est D4 et D5. Alors, quand je regarde mon réseau échiquier, je me pose la question, quel est le point le plus loin de mon réseau? Donc, par exemple, là dans le cube, quel est le point du cube qui est à la plus grande distance de tous les points de mon réseau? Est-ce que je vais pouvoir rajouter ce point? Donc, le point le plus loin de DD, alors vous avez deux trucs à essayer essentiellement. Vous pouvez regarder le point 1, 0, 0. Donc lui, il n'est pas dans mon réseau, parce que la somme des coefficients est impaire. Et lui, la distance 1. Donc si j'appelle ce point petit a, je ne sais pas moi, la distance entre A et mon réseau DD, c'est 1. Le point le plus, loin. Un autre point très naturel à essayer, c'est le point B dont tous les coefficients vaut 1 demi. Donc ça serait le centre du cube. Alors je peux regarder la distance à l'origine ou la distance à un vecteur 1, 1. Donc si je regarde la norme de B moins un vecteur de type 1, 1, 0, 0. Donc ici j'ai 1 demi moins 1. Donc ça c'est la norme du vecteur. Ici je vais avoir moins 1,5, puis après 1 demi. Mais quand j'ai passé au carré, les moins, je ne les vois plus. Donc je vais avoir la dimension 1 sur 4 racine. Donc ça vaut la distance entre B et DD. Ça vaut racine de D sur 4. Sur 2. Merci, sinon ça ne marche pas. Et là, magie, en dimension 8. Racine de 8
sur 2, ça vaut 1 sur racine de 2, qui est le rayon de mon réseau. Donc en dimension 8, je peux rajouter les centres de ces cubes, de ces hypercubes. Ils sont encore à distance racine de 2 de tout le monde, 1 sur racine de 2 de tout le monde. D'accord? En dimension... Donc ça c'est magique. Hein. En dimension 8, B, la distance entre B et D8, c'est 1 sur racine de 2, et c'est le rayon, enfin 2 fois le rayon de D8. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre mon réseau, le translater de 1,5, 1,5, 1,5, etc. Faire 2 copies de ça, et ça c'est encore un réseau qui a pour rayon... Racine de 2. Racine de 2. Oui, merci, merci. Vous êtes super attentif. Donc qu'est-ce que c'est mon réseau E8? C'est D8, union, je shift D8 par le vecteur 1,5, 1,5, 1,5. Oups. Donc là, le volume, je l'ai divisé par 2, j'ai fait un copier-coller. Donc le volume de lambda 8, donc c'était 2 pour l'échiquier. Là, vous allez calculer que c'est 1. Donc vous pouvez calculer la matrice A. Et R de D8, bah, c'est le même que tout à l'heure, c'est 1 sur racine de 2. Et du coup, ρ 8 de D8 vaut oméga 8, et puis 1 sur racine de 2, 1 sur 2 puissance D sur 2. E8. Alors ça vaut pi 4 sur 384. C'est 0,2536. Voilà. Donc la conjecture jusqu'à 2016, c'est que c'était la constante optimale en dimension 8. Ce qu'ont remarqué Kohn et Elkis en 2003, c'est que leur borne supérieure en dimension 8, ils retrouvaient un R0, enfin ils retrouvaient cette valeur, à 100 chiffres après la virgule. Donc c'est un moyen de calculer pi 4, quoi. Enfin, c'est un moyen très compliqué de calculer pi 4. Donc voilà le réseau E8, c'est vraiment un réseau où c'est le réseau cubique où le centre du cube est à égale distance du reste du cube, donc vous pouvez copier le réseau cubique. C'est une sorte de BCC en dimension 8. C'est un truc, voilà. Alors je ne vais pas tout vous démontrer, je vais vous donner les grandes propriétés de B8, excusez-moi, de E8. Propriété de E8 dont on va se servir. On l'a démontré. On a montré que le volume de lambda, c'est 1. Ça, c'est facile. Alors, si vous regardez le dual de E8, excusez-moi, E8 dual, en fait, c'est encore E8. Donc, il est son autodual. Et le Z de E8, donc l'ensemble des points que je peux, des distances que je trouve dans mon réseau E8, ça c'est exactement l'ensemble des racines de 2n, n entier. Alors pour le dernier point, je peux vous en dire un mot, c'est assez simple. Donc il y a deux trucs à démontrer. Donc si je prends x dans E8, bah, j'ai deux cas à étudier. Soit x il est dans D8, soit x il est dans ce truc-là. Je vous fais ce truc-là parce que ça a l'air plus difficile. Donc je regarde la norme de x, si x appartient à D8 plus mon vecteur, plus 1,5, tatata. La norme de x carré, ça me fait x1, donc ça fait la somme des xi moins 1,5, pour i allant de 1 à 8. Donc j'ai la somme des xi carré, moins la somme des xi, plus la somme sur i des 1 quart. Qu'est-ce que j'ai fait? Xi, donc x, mon vecteur x, ça va être x1, x8. Et les xi appartiennent
à z, et la somme des xi est dans 2z. Donc ton x c'est x1 plus 1 demi, etc. Plus 1 demi. Oh oui, pardon. Oui, oui. x1 plus 1 demi, 1 demi, 1 demi. Oui, pardon, je peux mettre plus. Alors, je commence par ce terme-là. Là, je fais la somme de 1 quart, mais j'ai 8 termes dans ma somme, donc ça fait 2. Ça, on a dit que ça appartenait à 2z. Et ça ne change pas la parité. Si vous avez un nombre pair de nombres pairs au carré, ça fait au carré. Et vous avez un nombre pair de nombres impairs, et quand vous mettez au carré, ça devient la même chose. Donc ça vous dit déjà que mon z de 8 est inclus là-dedans. Il faut faire l'autre cas, mais je vous le laisse en exercice. Z de 8 est inclus dans cet ensemble-là. Réciproquement, si je prends un entier n, appartenant à n, excusez-moi, alors n est la somme de 4 carrés. Théorème de Lagrange. De qui? Lagrange. Il existe ABCD entier, tel que n ce soit a carré plus b carré plus c carré. Donc tout nombre peut s'écrire comme la somme de 4 entiers. Et du coup, vous regardez le vecteur x qui vaut a, b, b, etc. La norme de ce vecteur, c'est 2z. Et si je fais la somme des coefficients, c'est 2 fois un nombre entier, donc il appartient bien à D8 en fait. Pardon? Quand on est passé de D8 à D8, on n'a pas agrandi le z. Non, donc c'est le même z. Mais on a diminué par 2 le volume. Bon, bah là, je suis super content parce que en dimension 8, maintenant, je sais retraduire ça. Ça, c'était mon z. Mon z, je sais ce que je veux. Donc, on cherche f tel que... On cherche f8 radial. Schwarz radial. Tel que... alors, je retraduis tout. F de 0, ça doit être égal à 1. Le premier élément non nul que je vais avoir, c'est racine de 2. Ça va être mon 2R0. Donc, mon f de racine de 2 doit être égal à 0. C'est celui-là. Donc ça, c'est 2R0. F de racine de 2n doit être égal à 0. Et comme je dois m'annuler à l'ordre 2, je dois aussi avoir que f' de racine de 2n doit être égal à 0. Donc ça, c'est si n est plus grand que 2. Et pour la transformée de Fourier, f chapeau de 0 doit être égal à 1. Et f chapeau de racine de 2n doit être égal à 0. F chapeau prime de 2n doit être égal à 0 si n est plus grand que 1. Voilà. Donc dans l'article de Kohn et Elkis, ils avaient remarqué tout ça. Ils disent voilà, problème, on cherche une fonction f qui vérifie ça. Plus les inégalités, Ah oui, et f chapeau positif. Merci. F de x négatif, oui, merci. Si x est plus grand que racine de 2, et f chapeau de k positif. Voilà, alors le chapeau ici, c'est la transformée de Fourier en dimension 8. Hein. Oui, merci. Et voilà, et donc ils savaient quoi chercher et ils étaient bloqués. Numériquement, vous construisez cette fonction, ça marche. Enfin, ça marche, avec un étudiant, on a essayé de le faire, qui est dans la salle. On a bien galéré. Hein. Nous, on arrive à avoir 6 chiffres après la virgule, on n'est pas à 100 chiffres. Donc, c'est du code. Voilà. Et donc, maintenant, je peux vous énoncer le théorème de Wiazowska.
Alors, je vous énonce le deuxième théorème. Alors, ils sont pleins pour avoir fait le... Ah, j'ai oublié. Il y a Elkis, il y a Kumar, je crois, et il y a encore quelqu'un. Ça, c'est le résultat tout récent qu'ils ont publié récemment en 2022. Oui. Il n'y a pas une condition sur les dérivés de l'autre pour que ça retraverse pas. Ça va être automatiquement vérifié. La dérivée seconde doit être positive, et en fait, on va en discuter. Je vous donne le théorème. Donc, il existe des fonctions radiales. AN et BN. Tel que pour toute fonction f, quelle que soit f, appartenant à S radial de R8 dans C, maintenant je maintiens mon C, on a f de x qui est la somme pour n égale 1 à l'infini, f de racine de 2n à n de x, f' de racine de 2n bn de x, f chapeau de racine de 2n à n chapeau de x, plus f chapeau prime de racine de 2n bn chapeau de x. Autrement dit, une fonction radiale est entièrement déterminée par les valeurs qu'elle prend en C points, la valeur de la dérivée en C points, la valeur de la transformée de Fourier en C points et la valeur de la dérivée de la transformée de Fourier en C points. Un résultat extrêmement surprenant. Vous savez peut-être que la classe de Schwartz, c'est un truc immense. Et ce que dit ce théorème, c'est que cette classe de Schwartz, en fait, a un côté dénombrable. On pourrait presque dénombrer les fonctions dans Schwartz. Enfin, dénombrer, c'est des suites à valeur dans machin, mais dans R, c'est des suites continues, mais vous avez cette structure remarquable qui apparaît. Donc F est entièrement déterminé. Par ces valeurs. F de racine de 2n, F' en racine de 2n, F chapeau en racine de 2n, et F chapeau prime en racine de 2n. Alors vous remarquez que la somme commence à 1, c'est très important. Et en dimension 24, on a le même résultat avec une somme qui commence à 2. Voilà. Donc ça marche en dimension 8. S'il faut que je l'écrive en immense, ça marche que en dimension 8. Racine de n joue un rôle crucial, c'est vraiment essentiel. Oui, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais dans la preuve qu'on va voir, oui. Alors, dans le cas précédent, vous voyez, presque tous les coefficients sont nuls, en fait. Donc, dans la preuve précédente, ce qu'on voudrait construire, je crois que c'est la fonction A1, si je ne m'abuse pas. Donc, le résultat précédent, c'est de montrer que A1 a une transformée de Fourier positive. Donc ça, c'était Viazovska en 2016. Viazovska 2016. C'est que A1 chapeau de K est positif. Et que A1 de x est négatif si x est plus grand que racine de 2. Qui sont les deux conditions restantes. Donc dans le premier article de 2016 qui lui a valu la Fields et qui résout le problème de Kepler, en dimension 8, elle regarde juste la fonction A1. Et après, là, en 2022, ils viennent de généraliser à plein de trucs. Donc maintenant, ça devient un cas particulier. Alors, je ne vais pas vous démontrer ce théorème, je vais vous démontrer une version plus simple du théorème, qui est très sympathique, mais il y a déjà toute
toute la saveur du théorème dedans. Donc je vous mets un théorème de Radchenko, Wiazowska. Excusez-moi, c'est un V. De 2019. Donc cette fois-ci, je prends f de R dans R, pair, donc pair, c'est radial en dimension 1, dans Schwarz, f Schwarz, n'importe comment S. Donc il existe AN tel que f de x, vous pouvez l'écrire sous la forme somme pour n égale 0 à l'infini, f chapeau de racine de n, a n de x, plus f chapeau, f de 1 et f chapeau de racine de n, a n chapeau de x. Donc ça serait l'équivalent en une dimension de ça. Je n'ai pas besoin des valeurs des dérivés. J'ai besoin des valeurs de f de racine de n et il n'y a plus le facteur 2. Donc il existe a n. Pardon ? Ouais, donc il existe AN, radial, donc pair et Schwarz, tel que. C'est la même formule, mais voilà, c'est en dimension 1, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas à s'occuper de la dérivée. S'occuper de la dérivée, c'est un peu galère. Donc là, de nouveau, un résultat surprenant. Si vous connaissez f en tous les racines de n, c'est des points qui se rapprochent en infini, eh bien, vous pouvez reconstruire f. Alors, je ne vais pas vous démontrer ce théorème, mais je vais vous démontrer comment on construit une fonction. Donc, je vais vous démontrer comment on construit la fonction g0 qui est a0 plus a0 chapeau. Et une fois qu'on aura compris comment on construit cette fonction, on va admettre qu'avec ça, je peux construire tous les AN. Donc mon but, c'est de construire la fonction AN. Donc que doit vérifier cette fonction ? Cette fonction vérifie G chapeau, c'est G0. Donc elle appartient, quand j'applique sa transformée de Fourier, c'est elle-même. Donc je suis dans le sous-espace propre de 1. Elle doit vérifier, donc maintenant, si j'applique ici, donc je cherche G0. Comment je fais ? Si j'applique ce truc à AN égale AN, donc si je fais A0 égale à 0, j'en déduis que A0 doit s'annuler en tous les racines de n plus grand que 0. Et A chapeau ici. Donc je vais en déduire que G0 de racine de n égale à 0 pour n plus grand que 1. Que G0 de 0, alors j'ai dû me tromper, ça doit être 2 j'imagine. Voilà. Tu peux le refaire là parce que je n'ai pas compris. Oui, pardon, j'applique cette formule à AN et je suppose qu'il y a unicité. À A0, parce qu'ici je vais faire A0. En fait, les fonctions A0, elles doivent forcément valoir 1 en racine de n et 0 là et là, dans tous les autres. C'est une base qui vaut 1 au point où je regarde et 0 ailleurs. Donc, ce que j'écris, c'est A0, c'est 1 fois A0 plus 0 fois tous les autres AN, plus 0 fois tous les autres AN chapeau. Donc ça, j'identifie ça comme A0 de 0, et ça comme A0 de racine de n, et ça comme A0 chapeau de racine de n. Donc je suppose unicité. Je suppose unicité. Ce que je vais vraiment vous construire, c'est cette fonction. Une fonction telle que quand je prends sa transformée de Fourier, je suis moi-même, qui s'annule en tous les racines de n, et qui vaut une certaine valeur en 0. Donc ce n'est pas la fonction nulle. C'est vraiment ça que je vais vous construire là maintenant, dans les 5 minutes qui me restent. Donc voilà ce que remarque Wiazowska, c'est qu'on va faire une ansatz, on va faire une supposition, on va chercher G0 sous la forme suivante. Enfin là, il fallait y penser. G0 de x égale 1 demi intégrale entre moins 1 et 1 psi de z exponentielle i n z x carré dx dz. Fou. Voilà, on cherche G sous cette forme-là avec psi
Vous y aurez pensé sans doute. Somme pour m appartenant à z des alpha m exponentielle i pi mz. Voilà, c'est mon ansatz. Et psi holomorphe parce que vous savez ce que c'est. Donc elle est automatiquement holomorphe. Donc j'essaie de vous lire cette phrase. Ici on reconnaît mes gaussiennes. Exponentielle i. Pourquoi j'ai un n qui traîne? Qu'est-ce que c'est que ce n? Il n'y a pas de n, c'est un pi. Là, vous reconnaissez la gaussienne, x carré. Donc là, je suis en train de faire une combinaison linéaire de gaussiennes. Et les gaussiennes, ce qui est bien, c'est que quand je pense à transformer de Fourier, c'est encore une gaussienne. Donc si je regarde G chapeau au point K, donc là, ça va agir que sur la variable x. Donc ça, c'est 1/2 intégrale. Alors, il faut faire un petit peu attention aux bornes, elles sont un petit peu changées. En fait, c'est tout conçu pour que ce soit la même chose. Psi de z. Et puis là, c'était mon cas. Alors, c'est a égale moins iz ici. Donc ici, j'avais 1 sur racine de iz, moins iz, exponentielle i pi, 1 sur z, x carré dz. Qui est presque une fonction sympa. Alors j'aimerais retrouver un z ici, donc je vais faire un changement de variable, u égale 1 sur z. Donc ça c'est 1/2 intégrale, pardon, c'est ici que les bornes changent, mais en fait elles restent les mêmes. Ici je vais avoir un psi de 1 sur u. Ici je vais avoir, alors ça devient 1 sur z, ça devient racine de u sur moins i. Après, quand je regarde le du, ça va me sortir, alors le dz, ça va me sortir un 1 sur u carré, donc moins 1 sur u carré. Donc aux erreurs de calcul près, c'est ça. À peu près. Le domaine ne passe pas de moins 1 à r de moins 1. Alors, quand 1 sur 1, ça vaut 1, et 1 sur moins 1, ça vaut moins 1. Donc ça, c'est bon, mais il y a... Oui, mais entre les deux, on va jusqu'à l'infini avec 0. C'est tout à fait vrai. Donc je suis obligé de vous parler de ce détail. Que en fait, l'intégration ne va pas comme ceci, entre moins 1 et 1, mais comme cela, entre moins 1 et 1. Je triche. J'ai plus de temps, je suis obligé. Donc ça vaut quoi? Donc je remets tout en ordre. 1/2 intégrale entre moins 1 et 1. Psi de 1 sur z, je rappelle ma variable z. Ici, je vais avoir un 1 sur racine de moins iz au cube. La racine de u. C'est un du, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. X égale... Qu'est-ce que j'ai... Une convention x égale. Ah, x égale k, bien sûr, merci beaucoup, merci. X égale k. On sent la fatigue. Exponentielle i pi z x carré dx. Et du coup, c'est égal à g0 si mon psi vérifie l'équation fonctionnelle suivante, psi de z égale psi de 1 sur z, 1 sur racine de iz au cube. Quelque chose qui doit vous faire penser à un truc que je vous avais demandé de retenir. Donc, cette condition, G chapeau égale G, se traduit en cette équation pour psi. D'après la forme que j'ai choisie pour psi, vous voyez que psi est une fonction qui est deux périodique. D'après mon ansatz pour psi, vous avez que psi de z plus 2 égale psi de z. Et dernier truc remarquable à remarquer, c'est que si je fais G0 de racine
de z, c'est 1 demi intégrale entre moins 1 demi et 1. Là, je mets ma somme pour m appartenant à z, alpha m exponentielle i. Donc j'ai mis pi m z. Ah, est-ce que je voulais un moins? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. I pi m z tala i pi n z dz. Maintenant, vous êtes en train d'intégrer une fonction oscillante. Donc ça, c'est la base de Fourier maintenant. Vous pouvez déplacer le contour d'intégration sur moins 1 si vous voulez par holomorphie. Donc ça va me donner alpha de moins n. Donc en fait, les valeurs de G0 en racine de n, je récupère les coefficients de Fourier de ma fonction psi. Donc dire que G0 doit s'annuler dans tous les racines de n, ça veut dire que tous les coefficients négatifs de psi doivent être égaux à 0. Donc G0 chapeau de racine de n égale 0, ça m'implique que psi de z, en fait, ça commence par A0 plus A1 exponentielle 2i pi z, est-ce qu'il n'y a pas de 2, plus, etc. Et donc la question qui me reste, c'est est-ce qu'il existe une fonction de pi périodique dont tous les coefficients de Fourier sont négatifs et qui vérifie cette équation-là? Réponse, oui. Il faut prendre G0 égale la fonction de Jacobi à la puissance 3. Pourquoi? Parce que Jacobi était 2π périodique, donc quand je le mets à la psi. Le psi de 1 sur z, ça faisait sortir à 1 sur racine de moins iz, donc quand je le mets à la puissance 3, ça me sort la bonne puissance. Et psi θ de z, ça faisait intervenir que des sommes i n carré, que des trucs positifs ici. Donc quand je mets au cube, je vais aussi avoir des coefficients positifs qui apparaissent dans les trucs, donc c'est-à-dire que tous les coefficients négatifs sont nuls. Donc on a résolu cette question, c'était introuvable, c'était θ cube exponentielle gaussienne dz. Voilà. Je finis par une définition. Vous prenez f, une fonction qui va du plan supérieur dans C. Je termine l'exposé par une définition. Qui fait ça? C'est standard, là, parce que quand même ce U, nous, pour nous, c'est H. Mais en fait, moi je travaille avec H, c'est l'hamiltonien, c'est l'espace de Hilbert. Donc, moi c'est U, mais. Non, c'est H. La notation classique, c'est H. Dans les bouquins, ça va être H. Mais quand on fait des espaces de Hilbert, H est déjà saturé. C'est complètement saturé. Alors, elle nous ma définition. Donc, je dis que f, je vérifie. Alors, excusez-moi. Tac, tac. F de z plus 1 égale f de z. Et f de 1 sur z, moins 1 sur z. Donc, si z appartient au plan complexe supérieur, moins 1 sur z aussi, c'est z puissance 2k. F de z. Ça, c'est une fonction qui est faiblement modulaire de poids 2k. F est faiblement modulaire de poids 2k. Alors, normalement, k est entier ici. Et si f est holomorphe, on dit que c'est une forme modulaire. Alors, holomorphe et holomorphe en infini, enfin, ça devient une forme modulaire. Donc ça, c'est un mot qui doit vous dire quelque chose. Alors, les conditions qu'on a, nous, c'est pas exactement ça. On a des fonctions qui sont 2 périodiques, et ici, l'exposant k, on ne veut pas qu'il soit un entier. Mais ce qu'a fait Vjazowska, c'est qu'elle a fait un lien entre les fonctions dont la transformée de Fourier, c'est elle-même, et les formes modulaires. Et c'est pour ça qu'elle a eu la Fields. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.